Bienvenue sur la vidéo qui est la numéro 3 du cours sur la tectonique des plaques. Je vous ai mis cette petite image parce que la théorie de la tectonique des plaques, c'est la fin des années 60, début des années 70. Et donc, c'est une période assez intéressante dans la culture du 20e et même du 21e siècle finalement. Voilà, donc cette période-là, de la fin des années 60, fin des années 70, on arrive à un moment en fait où on a découvert plein de choses dans les fonds marins. On a découvert que les fonds marins étaient en expansion, que les continents du coup avaient dérivé à un moment donné, avaient formé un supercontinent qu'on appelait Pangée. Et donc, on a tout un tas d'informations dont on peut essayer de faire une synthèse quantitative. Et ça, c'est la théorie de la tectonique des plaques qui va le permettre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Elle arrive comment? En fait, toute fin des années 60, on introduit le concept de plaque. Parce qu'en fait, ça n'existe pas des plaques sur Terre. Hein, c'est un concept, c'est une façon de voir les fonds marins et aussi les continents, de voir en fait des plaques rigides ou quoi. Ça n'existe pas, c'est des roches partout. Mais on peut utiliser ce concept pour pouvoir faire plein de choses après en termes de quantification des mouvements, etc., que je vais vous montrer. Donc le concept de plaque, qu'est-ce que c'est? Alors, on dit que, enfin c'est Morgan il propose ça, qu'en fait la surface de la Terre, elle est découpée en fait en blocs crustaux indéformables. Alors blocs crustaux en fait ça va un peu plus loin que ça, puisqu'en fait quand on dit indéformable ça veut dire qu'ils résistent, et en gros les parties élastiques qu'il y a à la surface du globe. Donc ces parties élastiques c'est ce qu'on appelle la lithosphère, c'est une partie résistante qui est à la surface du globe, qui est sur une partie qui est plus molle, qu'on appelle la sténosphère. Qu'est-ce que c'est que la lithosphère? On en a parlé un petit peu dans un des cours précédents. La lithosphère, c'est un morceau, c'est la croûte continentale ou océanique, et puis une partie du manteau terrestre qui se déforme. Pour la déformer, il faut atteindre des seuils de contrainte, des forces qui sont très très fortes. Alors que juste en dessous, c'est suffisamment chaud pour se déformer de manière beaucoup plus fluide, on va dire. Ça reste solide, hein, le manteau terrestre, mais à haute température, ça se déforme de manière ductile, on dit, un peu de manière molle à l'échelle des temps géologiques. La lithosphère, c'est ce qui résiste, croûte plus une partie de manteau, et ça va, en moyenne, la lithosphère fait une centaine de kilomètres sous les océans, un petit peu moins, et puis un petit peu plus sous les continents. Voilà. Donc on divise cette partie de la surface en des blocs indéformables, c'est-à-dire parfaitement rigides. L'idée, c'est que ça se déforme, ces blocs, ils peuvent se déformer uniquement à leurs frontières, et que ces frontières, en fait, elles ont une taille qui est réduite à un trait, quoi. Ces frontières, elles ont des propriétés particulières. Il y a 3 types de frontières possibles. Il y a des frontières qu'on appelle les rides ou les dorsales, c'est la même chose. C'est les endroits où on a en fait, une ouverture symétrique. On a les zones de subduction, c'est les zones de convergence, où en fait on a des matériaux qui retournent dans le manteau terrestre. Et puis on a des limites aussi de plaques, entre des plaques, qui sont des limites conservatives, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de nouveaux blocs crustals où on ne le détruit pas, on ne le remet pas dans le manteau. Et ces zones-là, c'est les failles transformantes où il y a juste du coulissage. Lorsqu'on fait en fait cette hypothèse de bloc crustal, parfaitement rigide, eh bien, on a des propriétés géométriques particulières pour décrire le mouvement de ces blocs crustaux à la surface d'une sphère. Et donc, je vais vous montrer ça avec une petite vidéo. Ces propriétés en fait particulières de maths, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'air. C'est donc des propriétés géométriques du déplacement en fait de blocs rigides à la surface d'une sphère. Voilà. Donc vous avez ici en fait des vidéos qu'on retrouve sur le site geosciences3d.unif-lyon.fr. Donc vous avez tout d'abord une sphère, on va mettre une sphère. Sur cette sphère, on va mettre une plaque, donc ça va être un petit morceau vert que vous avez ici. Cette petite plaque, on va lui donner un mouvement n'importe lequel. Hein. Donc voilà, elle se déplace à la surface de la sphère, et on va essayer de décrire en fait le mouvement de cette plaque sur la sphère. Donc on va mettre des petits marqueurs pour voir ce que ça donne.
Donc lorsqu'on met des petits marqueurs, vous voyez, tac, on peut suivre le premier mouvement. Et en fait, ces traces, on voit que si on relie, on va générer des cercles qu'on appelle des petits cercles. C'est-à-dire que leur centre, en fait, il se trouve sur un... Tous ces cercles se trouveraient sur un axe qui passerait par le centre de la Terre et qu'on appellerait axe de l'air. Et l'intersection de l'axe de l'air et de la surface du globe, ça s'appellerait le pôle de l'air. Et du coup, le mouvement de la plaque ici, il serait décrit en fait par une rotation autour de cet axe. Si on continue et qu'on a un autre mouvement, eh bien on a pareil, les petits marqueurs, on trace des cercles à travers ces marqueurs. Bon, ça s'arrête, tant pis. Et on peut faire le même procédé. On aura ici une autre rotation à la surface on aurait une autre rotation autour d'un autre axe qu'on appelait un autre axe de l'air. Donc le mouvement d'une plaque rigide à la surface du globe, d'après le théorème de l'air, se décrit tout le temps par une rotation autour d'un axe ou éventuellement, si le mouvement change, eh bien, on a une suite d'axes de rotation. On va y revenir de toute façon. Donc, on a d'abord le concept de plaque. On a un modèle de géométrie qui s'appelle le théorème de l'air. Et à partir de ça, et ça c'est ça qui est super important comme construction en fait, à partir de l'hypothèse que la surface de la Terre c'est des plaques rigides, hein, on utilise ce théorème et on peut faire des prédictions. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on peut du coup décrire la vitesse en tout point de la Terre. Parce que quand on connaît, quand on dit qu'une plaque est rigide et qu'on étudie son mouvement, alors il suffit uniquement de connaître la position de l'axe de l'air et la vitesse angulaire, la vitesse de rotation autour de l'axe. Donc vous avez en gros les deux coordonnées sur la sphère du pôle de l'air, plus la vitesse de rotation. Et à ce moment-là, vous pouvez décrire la vitesse en tout point du bloc rigide, on verra tout à l'heure. D'accord ? Donc c'est en fait une espèce de manière de simplifier le processus qui permet d'avoir des idées de la vitesse en tout point à la surface du globe à partir de relativement peu d'inconnus. Ensuite, on peut faire des prédictions dont on ne parlera pas dans ce cours, mais sur les géométries possibles des frontières de plaques. Parce qu'en fait, quand on a des contraintes géométriques à la surface du globe, qui est une sphère, et qu'on a entre des blocs rigides, ces contraintes géométriques imposent qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle limite de plaque agencée n'importe comment, avec les angles qu'elles ont entre elles, des choses comme ça. Par exemple, des jonctions qu'on appellerait quadruples, c'est-à-dire que vous dessinez une croix comme ça, et chaque partie à côté de la croix, si serait une plaque, hein, ben en fait, ce genre de géométrie-là n'est pas stable, ne pourrait pas exister plus de très très peu de temps, quoi. D'accord ? Donc c'est ce genre de choses que ça permet. Éventuellement, ça donne des informations aussi sur l'évolution des frontières de ces plaques, comment ça peut évoluer. Donc ça qui est hyper important, c'est qu'on part d'une hypothèse basique, on va dire. On utilise un théorème de maths et on peut faire des tas de prédictions. Donc on fait un modèle. Parce que les prédictions, l'objectif, c'est à un moment donné de les confronter à des données indépendantes. Donc si on va en pratique, il faut d'abord délimiter les blocs crustaux. Et ça, on le fait avec les tremblements de terre, etc. Enfin, c'est surtout la localisation des tremblements de terre et des déformations. Donc là, vous avez un modèle très simple. Hein. Aujourd'hui, on a des trucs plus évolués. Mais ici, vous avez une douzaine de plaques à la surface du globe. C'est pas mal de connaître un peu. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas si facile, en fait, de déterminer les frontières des plaques et de donner quels sont les mouvements le long de ces frontières. Par exemple, ce que vous avez ici, ben le scientifique là, Wilson qui avait proposé les failles transformantes, eh bien en fait, il a essayé de faire du coup à l'époque des genres de reconstitution un peu des mouvements qu'il pouvait avoir dans les océans. Ben, par exemple, il proposait qu'au niveau des Andes, c'était une espèce de grande faille transformante qui opérait. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'ici, c'est uniquement une zone de subduction, il n'y a que de la convergence. Alors que lui disait, c'est du coulissage. Donc il faut avoir un certain nombre d'observations précises. Et dans les années 60, par exemple, ce n'était pas possible de le faire aussi bien qu'on peut le faire maintenant. Donc, bien connaître les déformations. Donc après, comment on fait de manière pratique? Ben, on va regarder aussi un cas pratique sur une vidéo 3D.
On va essayer de voir comment on peut reconstituer, en fait, retrouver pour chaque plaque ses propriétés de rotation, etc. Donc là, vous avez une sphère, toujours pareil. Et en fait, dessus, on va mettre 3 plaques, dont une plaque qui va être fixe, c'est cette plaque grise. Elle aura 0 vitesse. Et vous avez un mouvement relatif entre la plaque bleue, ici, et la plaque jaune, qui va être symbolisée par ces petits marqueurs. Donc voilà, vous voyez ça. Et donc, ce que vous voyez ici, là, vous voyez des dorsales. Vous voyez aussi ici des zones de subduction, où il y en a de la convergence. Voilà, le dorsal, vous avez là, ça s'ouvre. Et puis, entre les segments de dorsales, vous avez des failles transformantes. Et ici aussi, entre les segments de dorsale et subduction, vous avez une grande faille transformante. Voilà, subduction sur le bord. Ça, c'est un exemple donc, que je vous montre. Alors, comment reconstruire la position en fait, de l'axe de l'aire de rotation que vous avez ici? Un peu comme tout à l'heure, il faut trouver des marqueurs, tracer ces cercles-là, et puis tous les centres de ces cercles s'alignent sur cet axe de rotation. Hein. Vous voyez ce que je vous racontais, ce n'était pas des histoires ici. On voit bien quand on se met en vue polaire que les plaques tournent autour de ce pôle de l'air. Et il se trouve que les marqueurs très utiles pour retrouver en fait le pôle de l'air, c'est les failles transformantes, parce que les failles transformantes sont toujours alignées le long de ces cercles. Et si vous le dessinez, du coup, vous voyez que les failles transformantes sont vraiment sur ces lignes de rotation particulières. Donc sur Terre, si vous déterminez où sont les failles, si vous travaillez sur les failles transformantes, vous pouvez déterminer en fait le pôle de l'air qui correspond au mouvement relatif qu'il y a le long de cette faille transformante. Ensuite, il faut faire attention parce que au sein d'une même plaque, les vitesses de plaque vont varier. On va en discuter un peu après. On va regarder ici comment se déplacent les petits marqueurs qui sont à des distances différentes de l'axe de l'air. Donc si vous regardez celui du haut, puis après celui du bas, vous voyez que celui du haut va tout doucement par rapport à celui du bas, au niveau de la vitesse. On parcourt une vitesse beaucoup plus grande lorsqu'on est loin du pôle de l'air et beaucoup plus faible lorsqu'on est près du pôle de l'air. Okay. Donc en gros, en fait, au sein d'une même plaque, on a des variations de la vitesse. Au niveau du pôle de l'air, la vitesse, elle est nulle, même. Et lorsqu'on est à 90 degrés du pôle de l'air, la vitesse, elle est maximum sur la plaque. C'est juste un effet de la sphéricité. Il n'y a pas de déformation à l'intérieur de la plaque parce que les vitesses sont différentes. C'est parce qu'on a des blocs rigides qui se baladent sur une sphère. Et donc on a ces propriétés-là vis-à-vis de la rotation. Voilà, donc, comment retrouver la vitesse de rotation d'une plaque? On voit qu'il faut connaître la vitesse en plusieurs points de la plaque pour calculer, avoir une idée de la vitesse de rotation de la plaque. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien se souvenir. Les failles transformantes sont alignées le long des petits cercles, là, dont le centre se trouve sur l'axe de l'air, axe de l'air qui passe par le centre de la Terre. Et la vitesse, elle varie au sein d'une plaque rigide. Et plus on se rapproche du pôle de l'air, plus la vitesse diminue. Et lorsqu'on est à 90 degrés du pôle de l'air, la vitesse, elle est rapide. Voilà. Donc ce que font les géologues, c'est qu'ils vont chercher les failles transformantes. Par exemple, ici, dans l'Atlantique Sud. À partir de ces failles transformantes, ils vont essayer de trouver des zones sur lesquelles ils font passer ces cercles. Et puis c'est de trouver comme ça où serait le pôle de l'air qui correspondrait au mouvement relatif de l'ouverture entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc une fois qu'ils ont trouvé ce pôle, ils font la même chose pour toutes les plaques. Ils cherchent des failles transformantes et tout. Ils positionnent les différents pôles de l'air pour chacune de ces mouvements-là, souvent les mouvements relatifs. Ensuite, ils vont travailler sur essayer de déterminer la vitesse angulaire. Alors comment ils font? D'abord, il faut connaître la relation entre une vitesse qu'on pourrait évaluer grâce à la géologie sur une plaque, et puis la vitesse angulaire. Ça, c'est une relation que vous avez peut-être vue normalement en mécanique. La vitesse, c'est égal V, c'est égal à oméga, donc la vitesse angulaire. Ça, c'est la vitesse angulaire, multipliée par D, qui est en fait ici la distance entre l'axe et le point sur lequel vous mesurez votre vitesse. Voilà. Donc, si je suis près
si je suis près de... Si là, il y avait un axe et que je tournais autour, si je suis près de l'axe, en fait, moi je tourne pas vite par rapport à la même vitesse que je devrais faire. Si j'étais plus loin, il faudrait que je tourne beaucoup plus vite. Donc ce qu'il faut que j'ai, c'est cette distance-là à l'axe qui détermine ma vitesse. Donc ce que font les géologues, c'est qu'ils vont utiliser les anomalies magnétiques des fonds marins pour avoir une notion d'âge et de distance et d'avoir des mesures de vitesse à des points précis. Donc par exemple ici, ils vont avoir... donc là par exemple, on va se mettre... S'ils se mettent ici, on est à je ne sais plus combien de millions d'années, une dizaine de millions d'années. Et on a une information sur la distance, donc on a telle vitesse. Et puis si on se met bien plus au sud, on peut essayer d'avoir une autre information de la vitesse. Vu qu'on connaît la distance à l'axe, vu qu'on connaît où se trouve le pôle de l'air, on peut évaluer la distance à l'axe, où on mesure nos vitesses. Et puis du coup, on essaie de résoudre cette petite équation avec les incertitudes, avec différentes mesures et tout, pour proposer la meilleure possible des vitesses de rotation pour ce mouvement-là. Okay, donc cette vitesse angulaire. Voilà, c'est la manière dont on fait. Pour les mesures de vitesse, on peut aussi utiliser les points chauds. Je crois que vous connaissez ça aussi. Donc un point chaud, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'hypothèse, c'est qu'on a en fait un panache profond de matière chaude qui remonte très vite. Donc il se retrouve fixe par rapport à la plaque qui passe par-dessus. Et donc elle laisse une trace, comme vous avez ici par exemple à Hawaï. Hein, vous avez ici là. Vous avez donc une trace de ce magmatisme. On peut avoir une idée des âges de chacun de ces volcans que vous formez, par exemple ici, ici ou plus par là, celui-là par exemple. Et donc les distances parcourues en un temps donné, ça vous donne aussi une information de vitesse. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant, c'est que grâce à ça, vous avez plein de points chauds à la surface du globe. Et grâce à tous ces points chauds, vous pouvez aussi avoir des informations de vitesse. Donc à certains points. Ça vous permet du coup de reconstituer, de savoir quelles étaient les vitesses de rotation d'une plaque à un instant donné et faire des modèles de la tectonique des plaques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que ces points chauds ils viennent de très profond, ils remontent très vite, ils arrivent vers la surface, du coup en fait ils seraient comme un repère fixe des mouvements qui est à l'intérieur de la Terre. Donc une espèce de référentiel absolu des mouvements qui se passent au-dessus, quoi. En faisant tout ça, on produit ce genre de carte, voilà, et qui vous propose du coup la vitesse en tout point du globe. Et on peut même retourner dans le passé. Donc là, je vous montre ce genre de truc. Mais en même temps, on peut aussi... là, on a la carte des fonds marins, des âges des fonds marins actuels. Et si on utilise ces théorèmes de l'air et ces trucs qu'on vient de faire, ces choses-là qu'on vient de faire, on peut même reconstruire comment les continents ont bougé, comment étaient les fonds marins dans le passé. Donc ça, c'était il y a 60 millions d'années. Le petit 5, ça veut dire qu'on a un bon indice de confiance. Et puis, plus on retourne dans le passé, moins l'indice de confiance est grand. Et lorsque j'arrive à 250 millions d'années, en fait, là, j'ai très peu d'informations sur les fonds marins, puisqu'ils ont 200 millions d'années, ils ont tous disparu. Donc, j'ai plus aucune faille transformante, par exemple, qui a été formée à l'époque pour retrouver l'axe de l'air et compagnie. Donc là, on a beaucoup moins de confiance là-dessus. Voilà, par exemple, cette figure-là, elle vous montre des reconstitutions tectoniques il y a 120 millions d'années, et pour 120 millions d'années et 90 millions d'années. Les flèches bleues et les flèches rouges sont deux modèles de deux équipes différentes, et vous voyez qu'il y a des différences qui sont assez significatives. Plus on retourne dans le passé, plus c'est rude, quoi. Voilà, c'est fini pour cette troisième vidéo. On en fait une petite quatrième pour terminer.